Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fait rêver. Comment on fait concrètement pour se construire une vie à l'international? On va parler du rêve, évidemment, mais surtout, on va aller voir les étapes pratiques, les règles du jeu, bref, tout ce qu'il faut savoir pour transformer cette idée en un vrai projet de vie. Franchement, l'image fait rêver, non? Imaginez un peu, le Sri Lanka. La journée de travail est finie, et hop, on file à son cours de yoga ou on saute dans un tuk-tuk pour aller surfer. Ou alors, pourquoi pas la Turquie? Se réveiller avec l'appel à la prière et puis partir se perdre dans les bazars d'Istanbul. C'est vraiment ça, la promesse. Une vie où le bureau et le voyage se mélangent complètement. Ok, mais attention, pour que ce rêve ne reste pas juste une belle image sur Instagram, il y a une base, un pilier absolument essentiel, l'indépendance financière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, c'est quand le train de vie est couvert par des revenus qui tombent sans qu'on ait besoin de travailler activement pour eux. C'est vraiment ça la clé pour qu'un projet nomade puisse durer dans le temps. Alors, justement, voyons comment on passe de cette vision qui fait envie à un plan d'action bien concret. C'est la toute première partie de notre exploration. Le pourquoi partir, en général, on l'a. C'est une évidence pour beaucoup. La vraie, la grande question, le nerf de la guerre, c'est le comment. Comment on fait en pratique? Comment on s'organise sur le plan légal, financier, administratif? C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant, point par point. Allez, on commence par la base de la base, le pilier numéro 1, et c'est sans doute le plus crucial, la mobilité. Parce que oui, avant même de penser à investir ou à gérer son argent, la première chose à faire, c'est d'avoir le droit, tout simplement, de s'installer et de travailler légalement là où on veut aller. Bon, pour s'installer sur le long terme à l'étranger, il y a, disons, deux grandes voies principales, deux autoroutes. D'un côté, on a le visa nomade digital. Celui-là, il est fait pour les travailleurs à distance. Le principe, prouver qu'on a un revenu qui tombe tous les mois. Et de l'autre côté, il y a le Golden Visa. Là, c'est pour les investisseurs. On ne parle plus de revenus, mais d'apporter un capital de départ assez conséquent. On voit bien que ce sont deux logiques complètement différentes. Et cette histoire de visa nomade, ce n'est pas anecdotique, hein. La tendance est en train d'exploser. D'ici 2025, on parle de plus de 40 pays qui proposeront ce genre de visa. 40! C'est énorme. C'est la preuve que ce nouveau mode de travail est reconnu partout dans le monde et ça ouvre des possibilités incroyables, de l'Europe jusqu'en Asie. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple concret, la Colombie. Là-bas, à Medellín, qui est devenue une sorte de capitale pour les nomades, le visa exige de prouver un revenu mensuel d'environ 900 $. Oui, 900 $. C'est un seuil qui rend l'option vraiment très, très accessible. Maintenant, mettons ça en perspective avec l'autre option, le Golden Visa. En Grèce, par exemple, pour l'obtenir, il faut investir au minimum 250 000 € dans l'immobilier. Le contraste est saisissant, n'est-ce pas? Ça illustre parfaitement le fossé entre les deux approches. D'un côté, on démontre qu'on a un revenu régulier et de l'autre, on met sur la table un capital de départ très important. Ok, donc on a le droit de s'installer. C'est super. Mais maintenant, la question suivante, c'est comment on fait pour y rester sur le long terme? Et là, on touche au deuxième grand pilier, se bâtir un patrimoine international solide. Il faut bien comprendre une chose. Obtenir le visa, ce n'est que la première marche. La vraie clé pour que le projet soit viable sur la durée, c'est de mettre en place une machine financière qui génère des revenus de manière passive. On en revient à notre définition de l'indépendance financière. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi cette machine financière? Eh bien, voici un exemple de portefeuille qu'on pourrait qualifier d'équilibré, vraiment pensé pour le long terme. On a une grosse base de sécurité, 45% en fonds euros. Ensuite, pour aller chercher de la performance, on a deux moteurs, 25% en actions et 25% en immobilier. Et pour finir, une petite touche de diversification, 5% dans des actifs un peu plus exotiques. Et ça rapporte combien un portefeuille comme ça? L'objectif, en se basant sur les performances passées, c'est de viser un rendement moyen d'environ 4% par an. Et c'est ce 4% qui est magique, en quelque sorte. C'est lui qui transforme le capital en flux de revenus passifs. C'est ce qui permet de financer son quotidien. Évidemment, ce portefeuille, c'est une base. On peut aller plus loin. On peut par exemple y ajouter un peu de private equity, c'est-à-dire investir dans des entreprises qui ne sont pas en bourse. On peut aussi s'exposer un peu aux cryptoactifs pour parier sur l'innovation. Et pour la partie immobilière, les SCPI internationales, c'est une super option pour investir dans la pierre de façon passive et un peu partout dans le monde. Bon, on a la mobilité, c'est fait. Le patrimoine, il est en train de se construire. Il nous reste le troisième et dernier pilier. Et celui-là, c'est souvent celui qui fait un peu peur. Mais il est absolument non négociable. C'est la conformité. Autrement dit, respecter les règles du jeu à l'échelle mondiale. Cette image de réseau planétaire, elle illustre parfaitement la situation d'aujourd'hui. Oui, le monde est un terrain de jeu plein d'opportunités. Mais c'est aussi un monde transparent et
surveillé. L'époque du secret bancaire, c'est fini, terminé. Aujourd'hui, être un citoyen du monde, ça veut dire avant tout être un citoyen en règle. Premier sigle à connaître par cœur, KYC, Know Your Customer, connaître son client. En gros, c'est la procédure qui oblige n'importe quelle banque ou institution financière à vérifier de A à Z qui on est avant d'ouvrir un compte. C'est une barrière essentielle contre le blanchiment d'argent et la fraude. Deuxième sigle indispensable, CRS, Common Reporting Standard. Alors ça, c'est encore plus fort. C'est un système d'échange automatique d'informations. Très concrètement, si une personne qui est résidente fiscale en France ouvre un compte en Suisse, la banque suisse va automatiquement envoyer toutes les informations sur ce compte au fisc français. L'implication, elle est immense. Ça veut dire que la transparence financière totale est devenue la règle partout. Mais la conformité, ce n'est pas juste une histoire de compte en banque. Pas du tout. Il faut aussi penser à sa couverture sociale. Il faut anticiper des questions juridiques très personnelles comme le régime matrimonial, la succession. Tout ça devient bien plus complexe quand plusieurs pays sont impliqués. Et bien sûr, il y a la fiscalité. Il faut absolument se pencher sur les conventions entre les pays pour ne pas se faire imposer 2 fois sur les mêmes revenus. Voilà, on arrive au bout de ce tour d'horizon. Si on devait tout résumer, on pourrait dire qu'un projet de vie à l'international réussi repose sur 3 piliers fondamentaux. Le plan d'action, finalement, il est assez simple à visualiser. Pilier numéro 1, la mobilité. Il faut d'abord sécuriser son droit de séjour avec le bon visa. Pilier numéro 2, le patrimoine. On construit la base financière qui va soutenir le projet. Et pilier numéro 3, la conformité. On s'assure de bien connaître et de respecter les règles du jeu. Ces 3 piliers sont totalement liés les uns aux autres et ils sont tous les 3 indispensables. Pour conclure, se lancer dans une vie internationale, c'est un projet absolument passionnant. C'est un mélange d'opportunités incroyables et on l'a vu d'une certaine complexité. La clé du succès, c'est vraiment une préparation minutieuse. Alors la question finale face à toutes ces possibilités, elle est simple mais essentielle. Quelle sera la toute première étape de ce parcours? Quelle est la première pierre que l'on doit poser pour se lancer?